Midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre matinale 10h midi, diffusée à la radio et également à la télé. Je suis Seydina Omar, votre animateur, et aujourd'hui dans la matinale, nous allons traiter deux rubriques. Dans la première partie de notre émission, nous plongerons dans la rubrique santé et bien-être parce que nous croyons fermement que la santé est la clé du bonheur et de la réussite. Restez connectés avec nous pour découvrir les dernières tendances en matière de nutrition, de fitness, de gestion des stress et bien plus encore pour vous aider à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Dans la deuxième partie de notre émission, nous allons attaquer la rubrique leadership. Que vous soyez dirigeant d'entreprise, un responsable d'équipe ou leader dans votre vie personnelle, nous partagerons des conseils et des stratégies pour développer vos compétences en leadership, inspirer les autres et atteindre vos objectifs avec confiance et détermination. Chers téléspectateurs et auditeurs de la 106.1, que vous soyez à la recherche de conseils pour améliorer votre santé et votre bien-être ou de stratégies pour devenir un leader efficace, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous pour une émission passionnante et enrichissante, remplie d'informations précieuses pour vous aider à réaliser votre plein potentiel. Matinale 10h midi de Radio École, c'est tout de suite après la musique. 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi sur la 106.1 Radio École est diffusée aussi directement sur la télévision, la première télé 100% éducative Télé École. Nous allons commencer cette matinale avec la rubrique santé et bien-être avec M. Diallo. Nous avons le plaisir, chers auditeurs, d'accueillir un diététicien passionné qui consacre sa carrière à aider les gens à adopter des habitudes alimentaires saines et à atteindre leurs objectifs de santé. Bienvenue, M. Ballet. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous sur ce plateau de... Merci beaucoup, M. Nia. Je suis Mamadou Baldet, je suis diététicien nutritionniste et président des diététiciens du Sénégal. Je suis ravi d'être là avec vous et bonjour, M. Diallo. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Ballet. À noter que j'ai avec moi comme invité Seydina Mohamedou Diallo qui va tout de suite nous parler d'un thème important en ce qui concerne le leadership. M. Diallo, bonjour. Bonjour, M. Seydina, bonjour, M. Baldé, ainsi que tous les auditeurs de la radio Télé École. Nous sommes ravis d'être parmi vous pour aborder le thème auquel vous nous avez invités. Merci beaucoup. C'est parti pour une édition exceptionnelle de 10h midi. Restez branchés et préparez-vous à être inspirés. M. Diallo, santé et bien-être. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel en tant que diététicien et de ce qui vous a motivé à poursuivre cette carrière? Alors, M. Nia, moi, ma rencontre avec la diététique, c'est une longue histoire. Depuis toujours, je voulais travailler dans le domaine de la santé, ça depuis tout petit. Parce que pourquoi moi, je suis du sud, je suis de Kolda. Parce que là-bas, plus souvent, en fait, voilà, les médecins sont beaucoup plus écoutés. Et moi, j'aime aussi être écouté. Et surtout, voilà, j'aime beaucoup expliquer aux gens et les donner des conseils. Alors, j'ai voulu donc travailler dans le domaine de la santé. Dans un premier temps, j'ai voulu être médecin. Et au Sénégal, si vous avez obtenu votre baccalauréat à l'âge de 22 ans, vous n'avez plus en fait la possibilité d'être orienté dans les facultés de médecine. Et malheureusement, moi, j'ai eu mon bac à 22 ans, plus même quelques mois. Et donc, il a fallu que je choisisse en fait les instituts santé, les instituts de formation de santé. Et donc, j'ai eu la chance d'être orienté par l'État du Sénégal dans un institut de santé et puis voilà, en filière infirmière. Et puis, j'ai commencé la filière en 2017. Donc, mais j'ai pas pu terminer en fait cette filière-là parce que l'État du Sénégal a dû arrêter en fait la formation. Il y avait eu un problème entre l'État et l'institut. Et donc, voilà. Et puis, nous avons eu la chance d'être réorientés dans un autre établissement privé qui formait, en fait, les professionnels de santé. Mais sauf que nous avions deux possibilités. En fait, il y avait deux filières qui étaient disponibles.
soit c'est de faire la diététique, je ne savais même pas c'est quoi la diététique à l'époque, donc, ou encore de faire l'industrie agroalimentaire qui n'a rien à voir avec la santé. Bah, écoutez, entre faire la diététique qui fait en fait dont la mission principale c'est de faire des régimes alimentaires pour les malades, donc travailler à l'hôpital, et l'industrie agroalimentaire qui est plus souvent orientée avec la fabrication des produits alimentaires et tout, entre les deux filières-là, le choix il était vite fait. Et donc, j'ai dit donc choisir la diététique, donc la nutrition. Voici voilà comment j'ai pu faire cette formation-là. Merci pour ce bref retour sur votre parcours professionnel en tant qu'étudiant en diététicien et aujourd'hui diététicien de formation. Alors, M. Diallo, quels sont, selon vous, les principaux aspects d'une alimentation saine et équilibrée que chacun devrait prendre en considération? Merci, M. Nia. C'est une très bonne question et d'ailleurs une question sur laquelle nous devons tous d'ailleurs penser collectivement. Alors, on va dire une alimentation équilibrée a certaines caractéristiques, on va dire. Donc, ici, par exemple, culturellement au Sénégal, moi, ce que j'ai constaté, lorsque j'ai commencé la formation diététique, j'ai vu nettement que nous avions en fait, on va dire, l'assiette du Sénégalais était déséquilibrée. Déséquilibrée pourquoi? Parce que nous ne mangions pas beaucoup de légumes. Culturellement, nous ne les aimons pas. L'assiette du Sénégal, c'est-à-dire le Sénégalais de manière générale, en fait. Je veux dire, par exemple, façon de s'alimenter. La façon de s'alimenter, c'est ce que je veux dire par là. Regardez, par exemple, au déjeuner. Bon, là, actuellement, nous sommes dans le mois de Ramadan, mais en dehors du mois de Ramadan, nous n'avons pas l'habitude de manger les légumes. Et d'ailleurs, si vous les mettez dans le bol, plus souvent, ça va se finir à la poubelle. Parce que culturellement, nous n'avons pas en fait, l'habitude de le prendre. Alors que l'assiette équilibrée est la base de ça. Parce que si vous prenez par exemple l'assiette et vous le divisez par deux, la moitié de l'assiette doit contenir du végétal. Alors c'est des légumes, en fait, des légumes crus et cuits. Et l'autre moitié, vous le divisez, l'autre moitié, enfin, on va dire l'autre partie, ça doit contenir par exemple du féculent. Quand je parle du féculent, ça peut être des céréales. Alors, c'est du riz, plus souvent ce que nous mangeons d'ailleurs au déjeuner, ou encore du couscous, du tchéré et toute autre céréale. En fait, ça, on parle de féculents. Et l'autre partie, ça peut être, on va dire, des aliments sources protéiques. Alors, ça peut être du poisson, de la viande, des œufs, des fruits de mer et tout autre, en fait, sources protéiques. Donc, de manière générale, dans une assiette équilibrée, vous devez avoir une grande partie de légumes à côté, plus une portion de féculents, donc du riz, et une autre portion de protéines. Alors, ça peut être du poisson. S'il s'agit bien sûr du tchéboudienne, et puis voilà, c'est à savoir du poisson. Donc, voici un peu... Donc, il faut retenir que l'assiette du Sénégalais est déséquilibrée en termes d'alimentation et qu'il faudrait y remédier en mangeant beaucoup plus de légumes. Voilà, de légumes. D'accord, M. Ballet, c'est compris. Maintenant, nous allons avancer. M. Ballet, diététicien, je rappelle, quels sont les principaux défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils essaient d'améliorer leur alimentation et comment peuvent-ils surmonter justement ces... D'accord. Alors, je pense que c'est, comme je viens de le dire, culturellement, d'abord, nous, Sénégalais, nous n'avons pas l'habitude de manger des légumes. Parce que ça, vous pouvez le voir juste dans la famille, avec les enfants. Aujourd'hui, au goûter, tout simplement, on donne les enfants des chips. Il n'y a rien dans le chips. Il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Je dis bien un intérêt nutritionnel dans les produits de chips, des bonbons et tout. Non. Donc, à un certain moment, nous sommes en train d'inculquer aux enfants de ne pas, on va dire, voilà, de ne pas manger bien, de ne pas manger équilibré. Parce que si, on va dire, si nous voulons manger équilibré, il va falloir quand même qu'on réintègre les aliments qui poussent ici au Sénégal. Parce que plus souvent, le corps humain, on va dire, digère beaucoup plus mieux les aliments qui poussent dans son environnement, l'environnement dans lequel nous vivons. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons tellement d'aliments qui sont disponibles et qui sont faciles d'ailleurs, qui apportent à l'organisme de vitamines, de protéines, de tout ce que vous voulez en fait. Vous voyez? Et donc, ça contribue également à solidifier un peu ce système immunitaire. Donc, le premier défi, je dirais même, on va dire, c'est d'essayer, on va dire, réintégrer des légumes dans notre alimentation, que ce soit au déjeuner et au dîner, parce que c'est les deux repas là plus souvent qui posent problème. Parce que le petit déjeuner, bon, plus souvent, c'est bien, c'est du pain. Alors, on peut parler un peu du pain en tenant compte, on va dire, des personnes pathologiques.
on va dire si tu es diabétique ou hypertendu, ça, je ne parle pas de ça. De manière générale, le petit déjeuner est bien, donc c'est du pain, un peu de lait et puis du café. Donc, bon, on va dire c'est bien. Mais au déjeuner, il va falloir quand même qu'on mange un peu beaucoup plus de légumes, plus du riz à côté qui est déjà, plus souvent d'ailleurs, qui est abondamment mis dans l'assiette. Et de l'autre côté, bien sûr, nous avons plus souvent du poisson, donc il y a du tibouillon ou encore de la viande ou toute autre source protéique. Plus souvent, c'est ça. Maintenant, il y a également le problème des produits importés, tout simplement, parce que je viens de dire que nous n'avons pas besoin en fait des aliments qui viennent de la France, du Turquie, même si nous aimons les étrangers. Les aliments, nous avons tout en fait dans notre environnement, tout simplement. Parce que si vous allez par exemple dans les rayons, les aliments qui sont là-bas, mais c'est des aliments qui contiennent des additifs alimentaires. Nous n'avons pas besoin. Ce sont des substances chimiques qui sont destinées à on va dire, garder en fait l'aliment pour que l'aliment ne se exactement, ne se dégrade pas. Alors, plus souvent sont nocifs à la santé. On n'en a pas besoin, tout simplement. Maintenant, il y a également un problème de temps, tout simplement. Parce que plus souvent, c'est ça. Parce que on mange, on est dehors, ou bien on mange devant la télévision, ou on mange en manipulant le portable. Ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que si, par exemple, vous êtes en train de manger et que vous manipulez votre téléphone portable, vous pouvez manger 2 assiettes, et au finish, que vous avez l'impression que vous n'avez rien mangé. Parce que l'alimentation, avant tout, d'abord, c'est une question psychologique, tout simplement. Parce que vous devez être là au moment où vous mangez, mais il y a également la façon dont vous mangez. Et d'ailleurs, plus souvent, j'ai un professeur qui me disait que manger, on va dire, c'est quoi manger, quand manger et comment manger. Et comment manger, justement, pour manger, vous savez, lorsque vous commencez à manger, 15 minutes plus tard, le cerveau va sécréter une hormone, ça s'appelle la leptine, c'est-à-dire que cette hormone-là est destinée à contrôler la satiété. Maintenant, si vous mangez et que vous n'êtes pas connecté à l'assiette, le cerveau peut sécréter cette hormone-là, mais cette hormone-là n'aura pas impact en fait sur vous. Vous n'allez pas sentir que si vous êtes rassasié ou vous n'êtes pas rassasié. C'est la raison pour laquelle vous pouvez manger une grande quantité alors que vous n'êtes pas là. Et c'est ce qui fait que plus souvent, c'est certaines personnes qui favorisent cette prise de poids, donc de l'obésité, et ça pose quand même beaucoup de difficultés. Vous voyez? Donc, notre mode de vie également, ça pose problème. Le fait de manger devant la télévision également, c'est pareil, de manipuler le portable ou manger également en débattant avec les autres. Ça, c'est un point. Un autre point également, c'est quand nous mangeons, nous devons rester concentrés. Nous devons rester concentrés et puis de bien mastiquer. La mastication, vous voyez, ce sont des petits éléments-là qui paraissent quand même anodins, mais qui peuvent changer, en fait, quand même, et entraîner des résultats qui sont tout à fait mesurables. Et c'est très important. Parce que si vous mastiquez petit à petit, en fait, avec de petites bouchées, mais vous sécrétez, on va dire, de salive. Et ces salives-là, quand même, qui va vous permettre à digérer correctement et donc éviter les ballonnements et peut-être plus tard même les inconforts digestifs, plus souvent que nous verrons avec des diarrhées et tout, et que vous ballonnez durant toute la journée. Et donc, la mastication, c'est bien. La composition de l'assiette, je vous l'ai dit, il faut intégrer les légumes, donc un peu de viande et des céréales, ça je vous le dis. Mais l'autre également, l'aspect que j'aimerais bien insister, c'est la préparation. Au Sénégal, nous brûlons les aliments, nous ne préparons pas. Parce que vous voyez que quand même, dans les maisons, on peut commencer à préparer à midi et terminer à 15h ou à 16h, c'est extraordinaire. C'est pas ça la préparation. Donc, il y a toujours, il faut faire on va dire, beaucoup d'efforts sur ce point-là. Parce que si vous prolongez le temps de cuisson, c'est que vous détruisez les vitamines. Parce que plus souvent, les vitamines, il y a des vitamines qui ne supportent pas trop la chaleur et les minéraux, et voire même les protéines. Parce que les protéines, justement, qui sont destinées à nous aider, en fait, à maintenir nos muscles, donc le corps. Et si le temps de cuisson, quand même, est un peu allongé, ces protéines-là, vous allez les transformer par l'action de la chaleur en sucre. Vous voyez? Donc, le riz, ça contient du sucre. Les protéines, ça devient du sucre. Dans les légumes que vous cuisinez également dans la marmite, ça également vont se transformer en sucre. Et finalement, vous mangez que du sucre. Vous voyez? Et ça pose problème. Alors, le sucre en tant que tel, c'est pas mal, mais on va les distinguer parce que nous avons différents types de sucre, tout simplement. Parce que dans le domaine de la diététique, nous avons 2 types de sucre. Nous avons les sucres lents. Sucre lent, c'est les sucres qu'on trouve dans les céréales, donc dans le riz. Dans le riz. Donc, dans les couscous, dans on va dire, toutes sortes de céréales et les pâtes alimentaires également.
vous voyez, dans la pomme de terre également et les maniocs. Ça, ce sont des sucres lents. Et Ces c'est sucres bon pour la lents-là santé. sont-ils des sucres naturels? Ce sont des sucres naturels. Mais sauf qu'avec la préparation, avec l'action de la chaleur, vous allez transformer ces sucres lents-là en des sucres, on va dire, qui sont, Rapides. voilà, en des sucres rapides. Parce que les molécules qui devaient maintenir ces sucres-là, quand même, on va dire, voilà, se dissoudre lentement dans le corps, durant toute la journée, vont être détruites avec l'action de la chaleur. Et c'est ce qui fait que vous mangez tout de suite et ces sucres-là vont retrouver dans la circulation sanguine et donc élever cette glycémie-là et ça pose problème. Et donc, ce point-là, il va falloir quand même qu'on y insiste un peu. Et donc, c'est réduire, on va dire, le temps de cuisson. Le temps de cuisson. Exactement. Et puis, donc, on a parlé également de l'aspect de la composition, le temps de cuisson et la façon de manger. Et puis, voilà, il ne faut pas manger devant la télévision. On va rester un tout petit peu sur le temps de cuisson, puisque vous le dites, vous êtes le maître aujourd'hui en alimentation et que vous dites qu'il faut insister sur cela. Maintenant, le temps de cuisson pour chaque aliment est différent. Alors, comment devions-nous, pour nos mamans qui sont à la maison et qui regardent cette émission, qui voudraient changer ces habitudes-là, comment devraient-elles s'y mettre pour changer tout ça? Parce que tout ce que l'on voit, nous, dans les maisons, c'est qu'on va prendre la carotte, qu'on va mettre dedans, on va prendre le manioc, qu'on va mettre dedans, patates, on met tout dedans. Oui. Et quand on met tout dedans, on ne peut pas différencier le temps de cuisson. Effectivement, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas que vous, on va dire, vous allongez en fait le temps de cuisson. Vous pouvez tout mélanger, vous préparez normalement, comme toujours, mais ce que vous réduisez le temps. Vous ne pouvez pas préparer, on va dire, un plat 2 heures de temps, 3 heures de temps. Vous voyez? Si vous le faites, évidemment, si vous détruisez, on va dire, les aliments pour lesquels nous mangeons parce que notre organisme a besoin de quelque chose pour bien fonctionner. Et pour bien fonctionner, justement, il faut manger ces aliments-là, enfin, ces nutriments-là, parce que c'est de ça il s'agit, sont contenus dans les aliments. Et ces nutriments-là peuvent être détruits avec, on va dire, l'allongement du temps de cuisson et donc par l'action de la chaleur. Maintenant, pour régler cela, comment on fait? Mais il va falloir tout simplement qu'on continue à préparer, on va dire, s'il s'agit d'une tchéboulienne, il ne faut pas changer de préparer les légumes à part, on va dire le poisson à part. Non, vous préparez tout simplement normalement, mais à tout simplement de vérifier à chaque instant que si l'aliment est mûr ou pas. Vous voyez, si l'aliment est mûr, par exemple, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser avec votre fourchette ou avec, on va dire, du couteau, tout simplement. Si vous touchez l'aliment, si le couteau perce facilement l'aliment, c'est-à-dire que l'aliment est mûr. Vous voyez? Et donc, ça va vous permettre au moins de réduire le temps de cuisson parce que justement, par les conséquences, on va dire, l'allongement du temps de cuisson, ça pose énormément de problèmes. Justement, je viens de vous parler, on va dire, la transformation des protéines là en sucre et également les légumes parce qu'il s'agit tout simplement, on va dire, des molécules qui peuvent être quand même très, très nocives, bien sûr, si la chaleur les détruit, tout simplement. M. Ballet, c'est tellement intéressant que je voudrais profiter de l'occasion et pour poser une autre question. Nous sommes au mois de Ramadan. Quand on parle du mois de Ramadan, l'alimentation est très importante pendant ce mois parce que nous observons les jeûnes pendant un certain temps et que quand la nuit vient, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour bien manger, pour mieux manger, pour manger correctement. Il y en a des gens qui, comme moi, par exemple, ils vont vouloir tout manger parce qu'on est resté toute la journée sans manger. Donc on va vouloir, j'allais dire le mot, tout rattraper. Et c'est impossible. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y en a qui le khid. Par exemple, il y en a des gens qui ne veulent pas manger trop léger, mais qui pensent qu'en mangeant trop léger, la faim va les rattraper à 12 heures, quelque chose comme ça. Donc, quelles sont les habitudes alimentaires à adopter, à s'imprégner pendant ce mois de Ramadan-là pour ne pas avoir des malaises à la fin du mois de Ramadan? Effectivement, parce que plus souvent pendant le mois de Ramadan, nous avons toujours des malaises, tout simplement. Parce que pourquoi les gens se gavent? Parce que nous restons gênés durant toute la journée, maintenant à partir de 19h, donc après, on va dire la prière, nous avons 53 assiettes, quoi. Et nous avons un seul estomac. Donc si nous essayons de forcer, évidemment, ça pose problème. Maintenant, vous savez, pendant le mois de Ramadan, en dehors même du mois de Ramadan, nous avons 3 repas pris souvent. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas de collation. Même, il y a certains enfants, on va dire ça, dans certaines maisons, que les enfants ont des collations. Nous n'avons que 3 repas. Et ces 3 repas-là, nous pouvons les
nous pouvons les étaler, on va dire encore les rattraper bien après la rupture du jeûne jusqu'à, on va dire, le secours qui est à 6 heures du matin. Par exemple, avec la rupture du jeûne, vous pouvez prendre, plus souvent, c'est des dates, tout simplement. 3 dates du café, vous voyez, si vous voulez dîner, tout simplement. Maintenant, c'est ce qui est d'ailleurs conseillé, hein, il faut dîner. Parce qu'il ne faut pas sauter le dîner. Parce que plus souvent, si vous sautez le dîner, vous allez rattraper avec le repas suivant. Et ça, vous risquez quand même de gaver les choses. Plus souvent, c'est ça. Parce que le corps, lui, il va toujours vous imposer des besoins. Parce que justement, il a des besoins le corps, il a ses habitudes. Oui, bien sûr. Il a des habitudes, mais il a des besoins en nutriments, mais également en énergie. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez en voie malnutri, tout simplement. Donc, on parlera de la malnutrition. Maintenant, pour la rupture, vous pouvez prendre, on va dire, des dates tout simplement, plus, on va dire, du café, vous voyez. Maintenant, vous pouvez vous limiter là si vous allez dîner dans 1 heure de temps, voire dans 30 minutes. Ou si vous sentez vraiment que vous avez faim, vous prenez, on va dire, les dates, plus du café et un verre on va dire, de bouillie, de fondé tout simplement. Maintenant, vous dînez dans 1 heure de temps. Et 1 heure de temps, vous mangez normalement. On va dire, c'est plus souvent, c'est le repas, quoi, de la journée. On va dire, le repas de la journée, c'est le dîner durant le mois de Ramadan. Alors ça, vous mangez normalement, si c'est du tchéboulen, vous mangez normalement et puis vous mastiquez, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup plus de légumes. Vous voyez, ça va vous permettre également, on va dire, de protéger le corps parce que les légumes, plus souvent, ça apporte bien sûr des sels minéraux, lesquels sels minéraux, d'ailleurs, notre système immunitaire, nos défenses immunitaires, on va dire, ont besoin pour pouvoir bien se tenir debout et de vous protéger. Et voilà, et un peu de céréales, bien sûr, le plus souvent, c'est du riz ou encore c'est du couscous ou des pâtes alimentaires, on va dire, des macaronis et tout. Et une portion d'aliments protéiques. Alors, plus souvent, ça peut être de la viande ou du poisson. Donc, la composition du dîner, moi, j'insiste souvent, on va dire la structure, on va dire la composition, parce que c'est très important. Parce que si vous prenez uniquement du riz et de la viande, vous avez mangé, vous avez rempli le ventre, mais cela ne signifie pas bien manger sur le plan diététique ou encore sur le plan santé, tout simplement. Parce que le fait de remplir l'estomac ne signifie pas bien manger. Et plus souvent, nous, voilà, c'est l'erreur que nous faisons. Vous vous réveillez le matin, vous prenez uniquement du pain, un peu de café, l'estomac est plein, on a dit j'ai bien mangé. En fait, vous avez mal mangé, tout simplement. Donc, la structure est très, très importante. Si la structure est bien composée, déjà vous réglez, on va dire 20-30%, on va dire des problèmes. Et la façon dont vous mangez, vous avez dit qu'il ne faut pas manger en manipulant le portable. Il ne faut pas manger devant la télévision. Donc, vous concentrez et de bien mastiquer. Mousseigneur, il faut mastiquer. Il ne faut pas faire comme les Sérères, évidemment. Donc, vous mangez et puis voilà, vous mettez les choses comme si vous êtes en course de vitesse. Il ne faut pas faire ça. Donc, il faut prendre le temps de bien mastiquer, de bien faire venir, on va dire, la salive. Parce que plus souvent, la digestion, mousseigneur, la digestion, ça commence au niveau de la bouche, pas au niveau de l'estomac. Ça commence au niveau de la bouche. Donc, vous devez sentir l'aliment là et vous mastiquez. Et c'est à l'état pâteux ou voire même à l'état liquide qui doit entrer dans l'estomac. Ce ne sont pas des morceaux, ce ne sont pas le riz lui-même qui doit entrer dans l'estomac. Et donc, si vous le faites, et plus souvent d'ailleurs, si vous le faites, vous allez manger, on va dire, une petite quantité, plus souvent, avec le reste, et puis voilà, vous avez votre thé à côté, juste après, thé vert, hein, si vous n'aimez pas du thé noir, ou encore toute autre infusion. Et puis, il y a également, vous laissez la place à l'eau. Pendant le mois de Ramadan, plus souvent, nous avons tendance à boire moins, alors que à se déshydrater. Voilà, à se déshydrater. Et plus souvent, c'est vers la fin du mois de Ramadan, on va dire les 10 derniers jours, et ça pose problème. Alors, nous avons donné des astuces par rapport à ça, par rapport à l'hydratation, parce que c'est très, très important également pour, on va dire, maintenir la santé et donc, on va dire, la composition corporelle même de la personne. Parce que si, après la rupture, il va falloir quand même que vous buvez 10 verres d'eau entre la rupture et le repas du lendemain. Donc, 10 verres d'eau. Et de quel verre s'agit-il? Les verres de café, tout simplement. Les verres de café. C'est équivalent à 1,5 litre de l'eau. Donc, ce qui est conseillé par l'Organisation mondiale de la santé que vous devez prendre durant toute la journée. Vous voyez, c'est quelque chose qui est possible. Bon, c'est le sportif, lui, facilement, il peut boire ça. Vous voyez, c'est le sportif, s'il fait de l'activité physique, s'il joue au football ou encore tennis, quelque chose comme ça, lui, il a sa bouteille à côté. Donc, il est facile quand même, voilà. Il peut même boire 2 litres pendant la nuit. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Maintenant, après avoir pris le dîner, 2 heures temps plus tard, vous pouvez aller vous coucher. Vous ne pouvez pas prendre le dîner. Donc, là, je parle directement les personnes qui prennent tard le dîner. Donc, il vous faut quand même un temps de digestion et peut-être même, on va dire, de la marche pour faciliter un peu la digestion. Donc, voilà, il vous faut 1 heure ou 2 heures de temps avant d'aller au lit.
Donc, la raison pour laquelle il faut dîner beaucoup plus tôt, pas laisser jusqu'à 23h, 0h dîner et puis d'aller au lit. Et ça, plus souvent, vous aurez des ballonnements le lendemain. Voilà, ça, quand même, c'est très difficile quand même. Pas bon pour la santé. C'est même compliqué de faire les uns avec. Effectivement, et je comprends dans vos propos que manger, c'est tout un processus. C'est pas pour rien que nous avons la bouche, que nous avons la langue, que nous avons les dents. Oui. C'est pas que pour la photo. Hein. Voilà, c'est pas que pour la photo. Donc, à vous, chers auditeurs de la 106.1 qui nous écoutez et qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis la télé, habituez-vous à ces habitudes alimentaires et ainsi vous serez mieux. Alors, je continue avec vous, M. Baldé. Beaucoup de gens sont confus parmi les différents régimes alimentaires à la mode. Pouvez-vous nous éclairer sur ceux qui sont réellement bénéfiques pour la santé et ceux qui ne le sont pas? Alors, pour les régimes alimentaires, bon, vous savez, la nutrition maintenant, c'est la mode. Hein, parce que nous avons, on va dire, de nouvelles maladies, tout simplement. On les appelle les maladies de civilisation. Parce que notre mode de vie en question qui pose problème. Nous ne devons pas assez. Donc, le sommeil, ça pose problème. Il n'y a pas eu le temps de repos parce que nous avons des exigences au bureau et à la maison. Ça aussi, ça pose problème. Et puis, voilà, le temps d'hydratation. Parfois même, on oublie de prendre de l'eau, donc de s'hydrater. Mais les régimes alimentaires, c'est tout à fait différent. Et on va dire, c'est un autre problème. Parce que la base, vous savez, M. Nian, c'est l'alimentation équilibrée, tout simplement. Parce que la base, c'est ça, de façon générale. Donc, je viens de vous dire la composition normale d'une alimentation équilibrée, saine. Et maintenant, les régimes alimentaires, c'est appliqué sur les personnes, on va dire, pathologiques. Parce que, on va dire, je vous ai dit que si vous devez avoir une assiette équilibrée de façon générale, sans une personne on va dire, c'est une personne normale, on va dire, c'est un bien important, il va falloir que la moitié de l'assiette soit composée de légumes. Et l'autre moitié, une part, c'est, on va dire, c'est les céréales, donc des glucides, ça peut être du riz et toute autre céréale. Et l'autre moitié, ça peut être un aliment de source protéique, donc la viande dont je vous ai expliqué, ou du poisson, ou des fruits de mer, ou autre aliment. Maintenant, supposons que vous avez une personne, on va dire, hypertendue ou diabétique. La personne diabétique, cela veut dire que le taux de sucre dans le sang est élevé. Lui, là, il faut toujours, en fait, dans son alimentation, avoir encore de légumes, toujours des légumes, parce que ces légumes-là, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va vous permettre, parce que dans les légumes, nous avons les fibres alimentaires. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous mangeons des légumes. Mais ces fibres alimentaires-là ont des rôles dans l'organisme humain. D'abord, ça facilite, on va dire, ça évite les constipations. Si ces légumes-là, attention, il faut les aussi bien mastiquer. Parce que si vous les mastiquez pas bien, bah, ça favorise, on va dire, la pénétration de l'air dans le tube digestif, et ça aussi, c'est des ballonnements. Donc, il faut bien les mastiquer. Il faut des légumes. Ces légumes-là vont permettre, vont faciliter le transit intestinal, mais également vont empêcher, on va dire, la pénétration du sucre rapide dans la circulation sanguine. D'où l'intérêt, c'est une personne malade, donc c'est une personne diabétique, de prendre beaucoup de légumes. D'accord? Et puis de jouer sur les viandes maigres. Les viandes maigres, parce que nous avons les viandes qui sont beaucoup graisseuses, donc qui contiennent beaucoup de gras. Donc, nous avons également les viandes qui ne contiennent pas beaucoup de, on va dire, de graisse. Ou encore de passer, par exemple, de la viande blanche, telle que le poulet, mais en enlevant la peau. Parce que plus souvent, c'est le poulet. Ou encore, voilà, c'est, on va dire, le gras est constitué, on va dire, est concentré sur la peau. Donc, voilà, sur la peau. Si vous enlevez, on va dire, la peau, donc cela veut dire que vous avez presque enlevé, on va dire, la moitié, voire même la majeure partie. L'essentiel du gras. Voilà, l'essentiel du gras, c'est le poulet. Ou encore, vous passez, on va dire, du poisson. Vous voyez? Donc, si la personne diabétique, voici son régime alimentaire, il ne faut pas. Maintenant, attention, si cette personne-là, par exemple, présente une surcharge pondérale, c'est plus souvent d'ailleurs le cas, parce que nous avons deux types de diabète, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est plus souvent la personne est obèse. Donc, il va falloir quand même qu'elle perde également du poids. Alors là, il va falloir quand même que vous allez voir un diététicien. Bah, je ne fais pas de la promotion, c'est ce qui est normal. Parce qu'il va falloir quand même qu'il corrige d'abord votre composition alimentaire, donc la structure elle-même dont je viens de parler là. Et également que vous ayez des quantités à respecter au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et de voir éventuellement si vous devez avoir des collations, donc des goûters entre les repas. Vous voyez? Donc, et ces quantités-là
Bon, c'est un professionnel de santé tel qu'un diététicien qui doit les mettre, parce que quand même, ce n'est pas des termes, c'est des calculs, c'est quelque chose qui est très, très technique. Et si vous les appliquez, donc vous aurez un plan alimentaire qu'on appelle aujourd'hui régime, parce que régime, c'est beaucoup plus négatif, parce que plus souvent, quand vous dites régime, c'est quelqu'un vous dit que ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Non, régime n'est pas synonyme de privation. C'est une utilisation tout simplement raisonnée et raisonnable de la nourriture, tout simplement. Pour atteindre un objectif justement qui est déjà fixé entre le diététicien et la personne qui est suivie. Vous voyez? Donc voilà, de manière générale, les régimes, c'est comme ça. Maintenant, on va dire, sur le net, nous avons tellement de régimes. Mais il faut quand même faire la part des choses. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui se proclament nutritionnistes. En réalité, ne sont pas des nutritionnistes. Donc, au régime alimentaire, c'est le diététicien qui doit le faire tout simplement. Parce qu'en tenant compte de votre état de santé, votre état physiologique, vous voyez, et vos apports, bien sûr, du corps, et également, bien sûr, les objectifs que vous avez déjà fixés. Effectivement, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement de WhatsApp, YouTube, Snap, Instagram, on va voir des gens qui vont se proclamer spécialistes d'une quelconque matière que ce soit, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc, ils ne maîtrisent pas la situation de sujet. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est bien. C'est vrai qu'avec ce développement fulgurant des réseaux sociaux, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il faut savoir faire la part des choses, savoir connaître qui fait quoi et qui le fait mieux. Alors, je vous conseille à vous, chers auditeurs, de vous rapprocher, si le sujet vous intéresse, à des diététiciens comme M. Ballet, à faire des recherches plutôt qu'à tout simplement rester sur l'ordinateur, dire quoi manger. Voilà, c'est pas du tout. Il y a quelque chose de mieux en tout cas que de faire cela. Alors, chers auditeurs et téléspectateurs qui depuis nous regardez, depuis votre salon nous regardez sur la 106.1 et sur Télé École, la première télé 100% éducation en Afrique et au Sénégal. C'était Monsieur Ballet dans votre rubrique santé et bien-être dans votre émission 10h midi, la matinale hebdomadaire, la matinale journalière de Télé École et de la radio éducative. Alors, nous allons juste observer une petite fenêtre de pause avec de la musique et tout de suite, nous allons revenir poursuivre avec M. Ballet. Et je vous rappelle qu'il y a aussi une autre rubrique, Leadership, qui sera animée par mon invité ici présent, M. Mohamedou Malal Diallo. C'est tout de suite. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. C'est le 10h midi tous les jours sur la 106.1 Radio École et en direct, en synchro sur la télévision éducative. Alors, nous allons poursuivre ces 10h midi avec notre rubrique santé et bien-être avec Mamadou Ballet, diététicien. Alors, Monsieur Ballet, depuis tout à l'heure, nous sommes ravis de recevoir vos conseils en tant que diététicien sur la santé et sur l'importance de bien s'alimenter. Alors, nous allons poursuivre cette rubrique santé et bien-être avec une question. Monsieur Diallo, comment la nutrition peut-elle influencer notre santé mentale et émotionnelle? Alors, Monsieur Nian, merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. Vous savez, tout à l'heure, je venais de rappeler un peu ce qu'est, on va dire, une assiette équilibrée. Si cette base-là est déséquilibrée, on va dire, si cette assiette-là, la composition n'est pas normale, alors là, vous pouvez avoir beaucoup de maladies. Parce que vous savez, 80% de nos maladies qui sont diagnostiquées sont liées à l'alimentation. 80%. Il n'y a que 20% de nos maladies qui ne sont pas liées à notre mode de vie. Vous comprenez? Maintenant, santé mentale est directement liée à ce que nous mangeons. Par exemple, le ventre. Et d'ailleurs, on parle de deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, c'est le ventre. Et donc, c'est connecté. Parce que si nous mangeons mal, nous dormons mal, il n'y a pas d'hydratation, il y a l'anxiété et puis il y a le stress et plus souvent, donc, mentalement, on n'est pas bien. Et cela, pour on va dire, éviter cela ou parler, on va dire, sur l'aspect préventif, il va falloir garder l'assiette équilibrée du matin au soir en passant par des collations, on va dire éventuellement si nécessaire, mais également de s'hydrater suffisamment dans la journée et de bien dormir également. On y viendra. Parce que si le matin, votre composition d'assiette est bien, vous prenez le petit déjeuner normalement. Au déjeuner également, vous avez le temps de prendre 15 minutes. 15 minutes, c'est 15 à 20 minutes tout simplement de bien manger et puis de bien mastiquer. Parce que la durée normale
d'un repas varie entre 15 et 20 minutes. Entre 15 et 20 minutes, ce qui est conseillé. Aujourd'hui, nous mangeons à peine à quelques minutes, 7, 8 minutes, quelques minutes, on passe. Et plus souvent, même maintenant, c'est des aliments, on va dire, hyper transformés que nous mangeons, ultra transformés plutôt que nous préférons, tels que les fast-food et que nous achetons dans les rayons. Et si vous le faites, dedans, nous n'avons pas de vrais aliments, tout simplement. Parce que nous n'avons pas des nutriments qui sont, on va dire, beaucoup plus, des nutriments de qualité, tout simplement pour l'organisme. Parce que plus souvent, l'assiette n'est pas équilibrée, ou encore ce que nous mangeons n'est pas équilibré. Et si nous mangeons, par exemple, au déjeuner, durant toute la journée, des aliments qui ne sont pas équilibrés, sur le long terme, nous pouvons avoir des difficultés d'abord au niveau du ventre. Et si on va dire le ventre là est perturbé, quand je dis perturbé, parce que dans le ventre, nous avons des éléments qui sont très, très essentiels. Je vais prendre le temps plus souvent. On va dire, je prends beaucoup de temps à l'expliquer. Parce que dans le ventre, nous avons ce qu'on appelle la flore intestinale. Donc, ce sont des microbes. C'est 100 000 milliards de microbes. C'est presque de 1 à 2 kg. 100 000 milliards. Si vous faites 10 kg, si vous mesurez, par exemple, si vous pesez plutôt, on va dire, 60 kg, en réalité, vous êtes à 58 kg. Les 2 autres kilogrammes, de 2 à 1 kg, c'est des bactéries. Vous voyez? Et ces bactéries qui sont dans le ventre là, elles ne sont pas nocives. Vous voyez? Elles sont bénéfiques pour la digestion des aliments que nous venons de manger. Et d'ailleurs, plus souvent, elles synthétisent des vitamines et des sels minéraux justement pour nous protéger. Maintenant, si l'assiette est équilibrée, si vous ne mangez pas bien, donc si vous mangez, on va dire, déséquilibrément de façon, on va de l'assiette, tout ce que vous avez sur la main, que ce que vous mangez, vous allez perturber on va dire, cette flore-là. Et dès que ces bactéries-là sont perturbées, évidemment, la connexion entre le ventre et le cerveau donc, va être perturbée. C'est ce qui fait que vous êtes anxieux, on va dire, vous êtes stressé, vous ne dormez pas. Et plus souvent, c'est les enfants, vous le voyez, avec l'hyperactivité des enfants et l'autisme. D'accord? Et ça, plus souvent, ce sont des chips que vous donnez aux enfants avec des produits, on va dire, ultra transformés à la place de donner, on va dire, un enfant une pomme, vous lui donnez, on va dire, du chips ou des bonbons, quelque chose comme ça. On va dire, l'autre semaine, il y a 2 semaines, j'ai été invité dans un institut, on va dire, privé pour donner des conseils, on va dire, ou sensibiliser les mamans pour la composition des enfants, les goûters et tout. Je lui ai dit, en fait, en réalité, il faut éliminer tout ce qui est sucre. Parce que les produits qui sont sucrés là, mélangés du sucre, du sel et du gras, c'est pas bon pour l'enfant. C'est pas bon pour l'enfant. Ouais, là, actuellement, il n'y aura pas directement, on va dire, un impact négatif sur la santé de l'enfant. Mais sur le long terme, ça pose problème. Parce qu'un enfant, ça a besoin, on va dire, des aliments bons, naturels, pas transformés, qui se poussent ici, on va dire, l'environnement dans lequel l'enfant grandit, pour pouvoir justement assurer la bonne croissance, mais également maintenir la santé. Maintenant, si l'alimentation est déséquilibrée, évidemment, ça perturbe tout le corps et ça répercute, on va dire, au niveau du cerveau. C'est ce qui fait que nous rentrons, on va dire, dans ce cycle, on va dire, sans fin, qui est, on va dire, vicieux. Il y a l'anxiété, le stress, et surtout, nous mangeons également nos émotions. Parce que nous avons, il y a ce qu'on appelle les TCA. Dans notre jargon, c'est des troubles du comportement alimentaire. On va dire, si je suis très stressé, moi, je trouve refuge dans l'alimentation. Et plus souvent, c'est quoi? C'est des jambons, des produits sucrés, des sodas. Et voilà, tout ce que j'ai dans le frigo, c'est ce que je mange. Quand je mange, je suis bien, quoi, parce que le sucre fait du bien du cerveau. Donc, j'oublie les problèmes. J'arrête. 1 heure de temps plus tard, les pensées reviennent. Les problèmes reviennent. Après, je prends également, on va dire, des chips ou tout ce que je trouve également dans le frigo. Et finalement, vous entraînez beaucoup de problèmes, on va dire, le corps. Et puis voilà, vous pouvez quand même. Et puis souvent, c'est les femmes d'ailleurs, elles prennent facilement du poids à cause de ça. Parce que le stress, l'anxiété, on va dire, c'est maintenant fréquent. Et puis voilà, avec les charges, comme je l'ai dit, les charges à la maison ou les responsabilités également au bureau, ça fait que le stress et l'anxiété, quand même, c'est là et ça pousse à ce que nous mangeons mal et ça perturbe, on va dire, cette flore intestinale-là. Et dès que cette flore intestinale-là est perturbée, qui est directement liée avec le cerveau, et nous avons des difficultés, évidemment, avec notre santé mentale. Donc, il faut éviter cet excès de sucre-là pour les enfants, les chips, les produits ultra transformés. C'est aussi valable pour les boissons gazeuses trop sucrées. Effectivement, nous n'avons pas besoin de ces boissons gazeuses. Maintenant,
Vous savez, dans le domaine de la nutrition, il y a un groupe d'aliments que nous appelons des aliments de plaisir, tout simplement. On les mange pour tout simplement, on va dire, se procurer tout simplement du plaisir. Mais l'organisme n'a pas besoin de ça. Besoin. Exactement, c'est ça. Parce que si quand on les mange, on est bien. Mais il n'y a aucun intérêt nutritionnel, ou bien même moins, tout simplement, on parle de ça. Moins d'intérêt nutritionnel dans ces aliments-là. C'est le cas des boissons gazeuses, des limonades et tout, ou voire même des fast-food et tout. Vous voyez, les fast-food, on les mange maintenant, on a trouvé de la place pour ces aliments-là dans notre quotidien parce que c'est vite fait, quoi. Mais en réalité. Alors qu'ils sont inutiles. Moi, personnellement, je les appelle des faux aliments. Ouais, faux aliments parce que c'est pas équilibré en réalité. Dans les fast-food, il n'y a pas de légumes, assez de légumes. Dans les fast-food, la viande, et nous ne savons pas depuis quand elle est préparée. Le pain qui est là, on ne sait pas. C'est des aliments qui sont conservés. Et parfois même la conservation de ces aliments pose problème. Et qu'est-ce que nous mangeons en réalité? C'est la raison pour laquelle moi je ne les conseille pas. En consultation, plus souvent, je prends mon temps de comprendre l'environnement alimentaire de la personne qui est en face de moi pour pouvoir comprendre justement quel est le problème ou encore les facteurs déclencheurs de cette mauvaise alimentation. Plus souvent, c'est ce que je viens de dire là. C'est des charges de travail, peut-être à la maison ou au bureau, ou voire même plus souvent les femmes qui sont en état de grossesse ou les femmes allaitantes qui prennent facilement du gras, donc du poids, avec juste on va dire avec la grossesse, avec l'allaitement. Et ça, ce poids-là n'est pas trop nocif tout simplement parce qu'avec le temps, ça va disparaître. Mais voici les aliments quand même que vous devez éviter. C'est les boissons gazeuses, vous n'avez pas besoin. C'est des jus sucrés tout simplement. Avec les jus, nous avons maintenant beaucoup de marques, je ne vais pas citer les marques. Si vous faites du sport et vous avez envie de se faire plaisir ou encore vous avez, on va dire, des copains qui sont à la maison, qui sont venus vous rendre visite, bah écoutez, vous pouvez prendre, j'espère que c'est pas tous les jours, donc c'est pas habituel. Vous prenez juste, on va dire, une bouteille et puis vous partagez ça. De façon occasionnelle. Voilà, de façon occasionnelle. Justement, c'est le mot que je cherchais, de façon occasionnelle. Vous les prenez et vous partez. Mais ça ne doit pas constituer quand même une habitude alimentaire parce que sur le long terme, ça pourrait vous poser beaucoup de problèmes. Pourquoi avons-nous l'impression que quand nous buvons certaines boissons énergétiques, on a l'impression qu'on se sent bien? Nous avons l'impression que toute la fatigue qui nous animait se dissipe. Donc, qu'est-ce qui fait cela? Déjà, je viens de l'expliquer, c'est le sucre tout simplement et la fraîcheur. Parce que le sucre, le cerveau en a besoin, mais il ne faut pas non plus abuser. Exactement, il ne faut pas non plus abuser. Et le sucre dont le cerveau a besoin de plus, c'est du sucre lent. Un peu de sucre rapide, quoi. Donc le sucre rapide, c'est le sucre à table, c'est le sucre de que nous avons et les de sucre que nous avons. Plus souvent que nous utilisons dans le café et tout. Mais si on les utilise avec modération, ça ne posera pas de difficulté. Imaginez, dans un litre de soda, vous avez 17 morceaux de sucre. 17 morceaux de sucre. Alors, dans la journée, l'OMS préconise 6 à 7 morceaux de sucre. Donc, 25 grammes. Le déséquilibre est flagrant. Et finalement, vous prenez la canette. Vous prenez une canette là, vous pouvez prendre 2 canettes dans la journée, voire même 3. Une canette, il y a 7 morceaux de sucre. Vous dépassez même un bec de sucre par rapport aux recommandations de l'OMS. Et finalement, tout ce sucre-là que vous avez pris là, l'organisme, lui, ne va pas tout l'utiliser. Il va le stocker d'abord dans un premier temps, sous forme de glycogène, un peu technique, vous allez me pardonner, sous forme de glycogène, sous forme de réserve, tout simplement énergétique. Et maintenant, si ça accumule sur le long terme, bah, vous avez le taux de sucre dans le sang qui est augmenté. Et maintenant, si vous êtes dans une famille, ou si vous venez dans une famille dans une famille diabétique, tout simplement, les parents sont atteints de diabète. Et donc, vous portez le gène du diabète. Et avec ce mode de vie-là, évidemment, vous êtes en train de favoriser l'expression, on va dire, de ces gènes-là que vous avez sur le long terme. Et ça, c'est pas intéressant. Vous voyez? Et donc, si vous ne faites pas de sport, je vous conseillerais plutôt que vous fabriquez vos produits tranquillement à la maison. Nous tous, nous pouvons le faire. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent le faire. Vous prenez votre extracteur de jus, ou encore votre mixeur, vous prenez 2 fruits, ça peut être une pomme, plus une orange, et puis vous épluchez, on va dire, l'orange, et vous passez ça au mixeur, et vous mixez, et vous ajoutez un peu de gingembre. Vous avez votre smoothie. Il y a des vitamines, il y a ces minéraux, et c'est bon pour le corps. Et puis voilà, ça, et tout va bien. Alors, nous allons évoluer. Monsieur Baldé, l'être humain, il évolue. Il naît, il grandit,
il meurt. Et dans ce processus-là, qui fait que l'être humain évolue, nous devenons bébés, nous devenons plus âgés, 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Au fur et à mesure que nous évoluons, devrions-nous changer nos habitudes alimentaires, ou pour être beaucoup plus clair, comment aujourd'hui les habitudes alimentaires devraient-elles évoluer à mesure que nous vieillissons? Et y a-t-il des considérations spécifiques pour différentes étapes? Ah oui. Non, c'est très important ce que vous dites, M. Nyan. En réalité, ça ne commence pas au niveau de la naissance. Ça commence au moment où la femme, le jour où la femme a conçu son bébé. Donc, c'est durant tous les 9 mois de grossesse, d'accord? Et après la naissance, au moment, le jour de naissance et 2 ans après la naissance. Cela veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre des 1000 jours. Si vous prenez les 9 mois de grossesse, c'est 270 jours. Et le jour de la naissance, et si vous comptez jusqu'à l'enfant et ses 2 ans, le temps, tout ça, si vous calculez, c'est 1000 jours. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre des 1000 jours ou fenêtre d'opportunité. C'est cette période-là qui est très déterminante pour la santé de cet individu-là durant toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette période-là, l'enfant va construire son système immunitaire. On va dire même sa carte d'identité de la santé tout simplement durant toute sa vie. Si l'alimentation ou encore son état de santé est perturbé via son alimentation durant cette période-là, et c'est fini. L'enfant là sera fragile même à l'état adulte. C'est la raison pour laquelle en fait vous aurez toujours des personnes qui tombent tout le temps malades et puis ils sont tout le temps entre 2 ordonnances, telle clinique et l'autre clinique. Parce que au moment de la grossesse même de la mère par exemple, la femme a mal, on va dire, s'alimenter tout simplement. Son alimentation n'était pas au rendez-vous, n'était pas bien. Il y avait des déséquilibres. Cela non seulement pose problème pour l'enfant, mais également pour la femme. Parce que il ne faut pas manger 2 fois ce que vous allez manger, mais il faut manger 2 fois meilleur de ce que vous deviez manger tout simplement. Maintenant, si l'alimentation est correcte durant toute, on va dire, cette période de grossesse-là, et après la naissance également, pendant 6 mois, ce qui est conseillé, ce que nous conseillons plus souvent, c'est l'allaitement exclusif. C'est-à-dire que de 6 mois, les 6 premiers mois de vie, à la naissance jusqu'à 6 mois, il n'y a rien d'autre qu'allaitement exclusif. Donc, l'enfant doit être nourri au sein de sa mère. Maintenant, à partir de 6 mois, et puis, il y aura toujours, on va introduire ce qu'on appelle alimentation complémentaire. Donc, il va être nourri avec le lait de sa mère, mais également, il faut réintroduire des aliments semi-liquides au début, mais également des aliments pâteux, tels que les nans, mais également que nous avons là, qui sont vendus dans les pharmacies. Mais même avec nos aliments, on va dire les produits locaux que nous avons, avec les fondés, les chakris, ou encore il y a d'autres préparations également sous forme de riz, et il y a des mélanges que nous pouvons faire pour éviter justement pour que l'enfant soit malnutri. Voilà, laquelle malnutrition d'ailleurs qui peut être fatale d'ailleurs pour l'enfant. Et donc ça c'est pour l'enfant, c'est de la naissance jusqu'à 2 ans et la conception. Maintenant après 2 ans également l'enfant va continuer sa croissance et ça également va commencer à manger avec les adultes. Parce que plus souvent les adultes c'est 3 repas, mais l'enfant ne peut pas suivre ces 3 repas là. Parce que si vous mangez quand même dans un bol, peut-être que vous allez manger plus que l'enfant. Et si vous ne prévoyez pas plutôt, on va dire des collations, donc des goûters entre les repas, évidemment, vous risquez quand même, l'enfant risque d'avoir des carences plus tard. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, ce qui est conseillé là, pratiquement, c'est d'avoir en fait les 3 repas comme les adultes, mais entre les repas qu'il y ait des collations. Donc, par exemple, après le petit déjeuner, il faut qu'il y ait une collation entre le petit déjeuner et le déjeuner, mais également qu'il y ait une deuxième collation entre le déjeuner et le dîner. Vous comprenez? Donc, l'enfant doit manger 5 fois, voire même 6 fois par jour. L'enfant doit manger 5 ou peut-être 6 fois par jour. Je rappelle à nos très chers auditeurs que je recevais Monsieur Baldé, diététicien, dans votre émission 10h midi de Radio École, et que aujourd'hui c'était la rubrique santé et bien-être. Monsieur Baldé, pour autant vous êtes le président de l'association des diététiciens. Alors, on va justement finir avec cette association, ce que vous faites, l'objectif de cette association, vos activités. Justement, quel est l'intérêt de la création de cette association dont vous êtes le président? Merci beaucoup.
Alors, l'association des diététiciens du Sénégal, dénommée ADES, a été créée. En réalité, l'idée de créer une association date de 2006. Moi, je suis sorti en 2019. Donc, il y a quand même du temps. Mais nos aînés avaient comme objectif, en fait, de créer une organisation, une plateforme, quel que soit le nom, pour pouvoir promouvoir notre métier. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Au Sénégal, le métier de la diététique est mal connu, est très peu connu par le grand public. Moi, beaucoup de personnes me posent la question à savoir que ça consiste quoi, à faire quoi. Le diététicien, il est quoi en réalité? Donc, on sent nettement que il y a l'information qui n'est pas passée. Je compte d'ailleurs beaucoup sur vous et je vous remercie d'ailleurs davantage, bien sûr, de me donner l'opportunité, bien sûr, de s'exprimer et puis d'expliquer au grand public ce métier magnifique qui est la diététique. Alors, l'idée, c'est de promouvoir d'abord le métier au niveau national, d'accord? C'est de faire comprendre, en fait, également l'utilité de consulter un diététicien ou une diététicienne. Alors, au Sénégal, voire même dans le monde, je vous ai dit que 80% des pathologies sont liées à l'alimentation. À l'alimentation, qui dit alimentation, certainement dit, on va dire, le métier de la diététique. Parce que si vous êtes malade et que vous êtes diabétique ou hypertendu, voire même même les personnes qui ont du cancer, donc des personnes cancéreuses, nous avons la possibilité de les suivre. Quelle que soit la maladie, on va dire les maladies liées, les maladies nutritionnelles, on les appelle des maladies non transmissibles d'ailleurs, d'accord? En adaptant le plan alimentaire en fonction de la maladie de la personne, son état de santé, comme je viens de le dire, mais également son état physiologique. Et son état physiologique, parfois on suit des personnes qui sont en état de grossesse. Ces personnes-là ne sont pas malades, mais quand même l'état physiologique est un peu différent par rapport aux autres. Maintenant, c'était ça l'idée, de promouvoir le métier et de dire aux gens l'utilité de consulter un diététicien. Son rôle, c'est quoi? Et voilà, son intérêt dans les centres de santé. Et même dans les clubs sportifs, il y a des diététiciens parce que, vous savez, les joueurs, ils ont leur diététicien quand même au centre qui doit, on va dire, et on va encore donner un programme alimentaire avant les entraînements, après les entraînements, ou s'il y a des compétitions également, avant les compétitions, donc des préparations, quoi, vous voyez. Donc, il y a des diététiciens qui sont dans les centres de santé là, des centres on va dire des clubs sportifs là. Ils sont également dans les centres de santé, ils sont aussi dans les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires. Aujourd'hui, si vous allez à Nestlé, nous avons une diététicienne d'ailleurs qui est là-bas, que je salue au passage. Et donc, vous voyez, l'intérêt de consulter un diététicien ou d'avoir un diététicien, c'est quand même de vous accompagner en vous proposant un régime alimentaire ou un plan alimentaire adapté en fonction de vos objectifs, en tenant compte de votre état de santé et votre état de physiologie. Donc, l'idée de créer l'association, c'était ça en réalité. Maintenant, les activités que nous faisons, c'est que nous avons un planning annuel. Donc, des programmes que nous suivons dans l'année. Nous sommes en collaboration avec beaucoup d'autres associations, telles que les associations des associations avec des pathologies, quelque chose comme ça, pour ne pas dire le nom. Et puis, notre rôle, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser comment s'alimenter et puis voilà, comment, si vous êtes déjà pathologique, comment vivre avec sa maladie ou encore combattre ou même prévenir les maladies. Donc ça, c'est un événement qui est prévu après juste le mois de Ramadan. Et nous devons organiser, nous prévenons quand même à organiser un congrès national pour pouvoir quand même parler également de l'alimentation et la diététique et peut-être inviter d'autres professionnels de la santé pour voir ensemble, d'accord, comment fluidifier, on va dire, cette relation entre un paramédical qui est le diététicien et une fonction pure et dure médicale qui est le médecin. Parce que le diététicien, on va dire, l'une des qualités des diététiciens, c'est qu'il intègre facilement dans une équipe pluridisciplinaire médicale, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez en France, dans toutes les structures de santé, vous avez un diététicien. Vous voyez, parce que il suit des personnes qui ont suivi des interventions chirurgicales, des personnes qui ont des problèmes digestifs, des personnes qui ont du cancer, des personnes qui ont du diabète, de l'hypertension, de tout. Et donc, le diététicien, lui, il est là
pour la prise en charge nutritionnelle. Et il y a aussi la malnutrition, bien sûr. C'est les enfants. Moi, j'ai écrit un mémoire cette année que j'ai soutenu d'ailleurs à l'Institut Santé Service. Ça parlait de la malnutrition, la prise en charge malnutritionnelle des enfants âgés de 6 à 59 mois. Donc, à partir de 6 mois jusqu'à 59 mois que j'ai suivi, qui est d'ailleurs fréquent ici au Sénégal et à travers le monde. Ça aussi, le diététicien peut quand même jouer un rôle très, très important pour prévenir. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur la prévention. Parce que c'est très important. Voilà, c'est très, très important. Justement, c'est la raison pour laquelle je déconseille formellement, bien sûr, de ne pas donner aux enfants des chips. C'est parce qu'il n'y a pas de vitamines, pas de sels minéraux dedans. L'enfant n'a rien à faire. Et puis, de changer les chips là par des fruits frais de saison au Sénégal à chaque étape de la saison, nous avons des fruits qui sortent, et puis nous avons des pommes, nous avons des oranges, nous avons même des fruits des fruits secs, par exemple, les poudres, les bulas et tout. Nous pouvons faire sous forme de jus qui peuvent constituer des goûters des enfants en allant à l'école, et puis voilà, avec un autre fruit, et puis là c'est bien. Donc, en gros, c'est ça, en fait, l'idée de créer de l'association. D'abord, c'est promouvoir le métier, mais également de mettre en exergue l'utilité du diététicien dans les centres de santé, dans les clubs de sport et dans les cliniques également, parce que personnellement j'ai eu à travailler dans les cliniques et être en collaboration. Et aussi je suis formateur, tout simplement, parce que le diététicien avant tout c'est un entrepreneur, donc il forme également, et puis voilà, et il anime également des séances de formation, des causeries, des conférences par rapport dans le domaine de l'alimentation justement. Donc voilà, de manière générale. Très, très important et très intéressant ce métier de diététicien que tout le monde devrait comprendre. Et comme vous le dites, c'est un métier qui est méconnu au Sénégal, méconnu du grand public. Et c'est dommage, mais c'est un peu ça au Sénégal. Tout ce qui est important est peut-être méconnu du grand public. Et il faudrait y remédier. C'est le sens de Télé-École. Alors, une dernière question et on termine avec cette rubrique. Et pour vous d'ailleurs, enfin, où nos auditeurs et téléspectateurs peuvent-ils trouver plus d'informations sur votre travail et sur la manière de bénéficier de vos conseils en tant que maître en nutrition? D'accord. Alors, nous avons beaucoup de plateformes, donc de pages. Vous pouvez, par exemple, avoir des conseils facilement et gratuits d'ailleurs sur ma page personnelle, Planète Jet comme planète, et puis Jet tout simplement. Je suis sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Et je suis beaucoup plus sur LinkedIn que les autres réseaux sociaux. Vous pouvez également taper ADS, Association des diététiciens du Sénégal, sur Facebook, sur tous les autres pages. Donc, vous pouvez avoir des conseils facilement et poser des questions justement avec, on va dire, vos besoins, vos objectifs. Et si vous voulez être consulté également ou encore avoir un diététicien, vous pouvez écrire sur ma page ou sur la page de l'association, et puis voilà, vous serez contacté, ou encore votre question sera tout simplement répondue. Donc, voilà. La question sera tout simplement répondue. Merci beaucoup à Monsieur Mamadou Baldé, diététicien. Merci Baldé, diététicien. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Télé-École, à l'invitation de Radio-École. Nous avons passé un moment très intéressant, riche en informations et précieuses en conseils. Et j'ai beaucoup appris, moi, personnellement, de tout ce que vous avez eu à dire ici. Et vous avez, en tout cas, montré qu'il fallait équilibrer notre alimentation si l'on veut avoir une santé mentale et émotionnelle équilibrée. Et que qu'il fallait équilibrer aussi et revoir notre méthode d'alimentation pour pouvoir éviter l'anxiété qui est la principale source de nos manques de sommeil. Et ça, c'est très important. Vous êtes aussi revenu sur l'alimentation, sur votre association, l'association des diététiciens du Sénégal, qui font un travail extraordinaire. En tout cas, ça a été un plaisir, Monsieur Baldé, de vous recevoir sur ce plateau, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous soyez présent chez nous, parce que chez nous, c'est chez vous. Ah oui. Chez Télé-École, chez Radio-École, c'est chez la jeunesse. Ah oui. Ici, nous partageons les idées,
partager. Ici, nous démocratisons le savoir. Ici, nous permettons à tout un chacun de faire en sorte que ses rêves deviennent réalité. Mesdames et messieurs, c'était votre rubrique santé et bien-être dans votre matinale 10h midi de Radio École. Et dans un instant, nous allons poursuivre avec la dernière rubrique leadership. Et dans leadership, nous allons recevoir monsieur Mohamedou Malal Diallo. Mohamedou Malal Diallo est juriste de formation, entrepreneur et manager du cabinet Malal Consulting Company, MCC. Jeune engagé dans plusieurs associations dynamiques à l'instar des mouvements citoyens et associatifs. Il est le secrétaire général du collectif Nyolank, secrétaire général de l'association Jotaay Ndaw-Ñi, secrétaire général de la GCI, la Jeune Chambre Internationale à Dakar Alliance. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chers auditeurs, notre 10h midi avec Mohamedou Malal Diallo. C'est tout de suite après la musique. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. C'est le 10h midi, c'est votre matinale éducative sur la 106.1 Radio École et diffusée en direct sur la télévision éducative Télé-École, la télé 100% éducation, la première en Afrique, basée au Sénégal. Fini la première rubrique santé et bien-être, nous allons dans cette dernière rubrique attaquer la thématique du leadership. Et dans cette dernière rubrique, nous aborderons le thème du leadership. Que vous soyez donc un dirigeant d'entreprise, un responsable d'équipe ou un leader dans votre vie personnelle, nous partagerons des conseils et des stratégies pour développer vos compétences en leadership, inspirer les autres et atteindre vos objectifs avec confiance et détermination. Alors, pour les besoins de cette rubrique leadership, j'ai le plaisir d'inviter sur le plateau Seydina Mohamedou Malal Diallo, qui est juriste de formation, entrepreneur et manager du cabinet Malal Consulting Company, jeune engagé dans plusieurs associations dynamiques à l'instar des mouvements citoyens et associatifs. Il est le secrétaire général du collectif Nyolank, secrétaire général de l'association Jotaay Ndaw-Ñi, secrétaire général de la Jeune Chambre Internationale Dakar Alliance. Bienvenue, monsieur Diallo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 10h midi. Bonjour, Seydina Omar Niang, et bonjour à tous les internautes, à tous les auditeurs de la radio Télé-École. Bonjour à monsieur Mohamedou Baldé. Et voilà, nous vous remercions de l'invitation. Remerciements partagés. Alors, monsieur Diallo, nous allons directement attaquer avec la première question. Mais avant cela, j'espère que les embouteillages de Dakar n'ont pas été très pénibles. Ah oui, à Dakar, avec surtout le début de semaine, c'est pas trop évident en matin. Mais quand même, on a su gérer et voilà, on est là. Fort heureusement. Alors, monsieur Diallo, pouvez-vous nous définir ce que signifie être un leader dans votre perspective? Alors, pour nous, être un leader, c'est pas trop compliqué. C'est juste avoir cette capacité, cette aptitude à influencer les gens. Mais comment? Parce que déjà, on voit beaucoup de personnes qui sont devant, qui parlent, qu'on les écoute, qui motivent, qui démotivent et tout. Mais pour nous, l'influence qu'un leader doit avoir sur une personne doit être positive. Doit aider cette personne à s'améliorer et à aller devant. Et nous croyons que c'est sur cela que nous sommes depuis notre engagement dans toutes les dynamiques auxquelles nous sommes. Et voilà, c'est sur cela que nous travaillons, nous nous évertuons chaque jour afin de donner une pousse positive sur la vie de tout un chacun. Sur la vie de tout un chacun. Alors, comment un leader peut-il inspirer et motiver une équipe à atteindre des objectifs? Comment? Est-ce facile? Alors, pour nous, un leader doit motiver par l'exemple. Parce qu'on ne peut pas dire à telle personne, faut faire ça, alors que dans sa vraie vie, on est dans autre chose. Et ce qui fait que les gens ne croient pas en ce que vous leur dites. Parce qu'ils se disent que si vous croyez véritablement à cela, vous devez être en mesure de le faire. Et dans ce cas, vous n'aurez même pas besoin de parler. Parce que lorsqu'on voit un Seydina qui est dans ce qu'il est, qui avance, qui impacte,
Moi, j'ai pas besoin de lui demander ou bien de lui dire, dis-moi telle chose. Je vais juste le suivre et voir comment il fait, essayer de faire comme lui ou bien de faire mieux que lui. Et c'est comme ça que nous croyons qu'un leader ne doit pas être là à dire, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, mais par contre, il doit faire ses preuves afin de montrer au groupe ou bien à la structure à laquelle il appartient comment ça doit se passer et que les membres de cette structure-là vont le suivre. Et l'impact qu'il aura sur ces personnes, c'est lorsque je viens quelque part et je maîtrise pas ou bien je connais pas, que je vois que les gens le font bien, je vais faire ce qu'on appelle en anglais le learning by doing. Je vais voir, je vais apprendre en faisant. Et dans ce sens-là, je vais assimiler rapidement, en fait. Je vais assimiler rapidement, en fait. Alors, vous êtes leader, vous êtes secrétaire général de plusieurs associations citoyennes, vous êtes à la tête d'une équipe de jeunes, plusieurs jeunes. Donc, pour vous, quels sont les traits de caractère essentiels d'un bon leader? Alors, les traits de caractère essentiels d'un bon leader, c'est d'avoir d'abord la vertu. Parce qu'aussi, comme je disais à l'entame de mon propos, on peut pas dire qu'on croit à quelque chose alors qu'on est aux antipodes ou bien on est en marge de ce que l'on dit. On peut pas prendre les micros, faire des conférences partout et enseigner des valeurs alors que nous ne sommes pas, capables de les vivre nous-mêmes. Donc, un leader doit impacter par l'exemple, en fait. Un leader, ses traits de caractère, c'est d'avoir la vertu, la compétence et aussi être amoureux de la connaissance et du savoir. Et ce qui lui permettra de ne jamais se limiter. Parce qu'un leader peut se fixer des objectifs, mais ces objectifs ne pourront pas le faire arrêter, en fait. Dès l'instant qu'il a la possibilité, la capacité d'aller plus loin, il y va. C'est pas comme quelqu'un d'autre, un dirigeant ou bien un chef qui se dit que moi, si j'ai ça, c'est ça, en fait, c'est ça qui me rassasie. Justement. Et pour un leader, lui, quant à lui, il est sur un chemin, et à chaque fois, il voit le noir, il essaie d'avancer, de pénétrer, là où il sait qu'il n'a plus les forces de continuer, à partir de ce moment, il sera au sommet. Et pour le dirigeant, en fait, il se dit que moi, c'est ça qui m'intéresse et je vais m'arrêter à ça. C'est ça que je dois faire, c'est ça que je ne dois pas faire. Et les leaders, c'est souvent des gens, surtout quand on est jeune, des gens qui n'ont pas trop l'expérience sur quelque chose, mais qui ont quand même certaines qualités qui leur permettent d'évoluer et d'avancer et de faire de belles choses. Et de faire de belles choses. J'avais envie de vous poser une question juste quand vous abordiez cette thématique de leader et chef. J'avais envie de vous poser, mais qu'est-ce qui peut bien faire la différence entre un leader et un gestionnaire? Oui, justement, lorsqu'on est leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est leader, on a des objectifs. Souvent, on dit qu'on vise la lune et après, au moins, qu'on atteindra les étoiles. Lorsqu'on est leader, c'est ça qu'on se dit. Mais quand même, un chef ne va pas dire qu'il va viser la lune. Il se dit que non, moi, je veux acheter ça, je veux faire ça, c'est sur ça que je vais me concentrer. Et toutes les énergies seront concentrées sur ça. Il dira, telle personne fait ça, telle autre personne fait ça, et ça va s'arrêter à là. Et le leader n'a même pas besoin de se montrer ou bien d'être devant. C'est cette capacité, en fait, à avoir un impact sur le changement, l'évolution des choses. Il y a des personnes d'ombre qui aujourd'hui ont d'énormes capacités de leadership, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et pourtant, ils sont ils ont été, comment dirais-je, à l'issue de plusieurs réalisations. Mais ils ne sont pas jamais devant. Ils ne se montrent jamais. Et ça, ce sont des qualités d'un très bon leader, en fait. Et c'est pour cela, et pour le dirigeant, souvent, il est devant. Et on dit que non, c'est le directeur général. Lorsqu'il vient, tout le monde fait. Et il n'a pas forcément les qualités d'un leader. Alors que pour le leader, il n'a même pas besoin de dire que je suis telle ou telle chose. Dans sa démarche, ça se demande. Il n'a pas besoin de se définir, de se dévoiler. Non, bien d'être un peu ostentatoire. Tout ce qu'il fait naturellement, ça se montre, ça se demande. Et pour un dirigeant, s'il n'a pas ces qualités, il est obligé de se présenter ainsi, pour qu'on sache que lui, il est devant. Et le leader, lorsqu'il vient dans une assemblée, dans une manifestation, il n'a pas besoin de dire que moi, je suis telle ou telle chose. C'est dans sa capacité de faire les choses, de pouvoir faire améliorer les choses, que les gens vont remarquer et dire que non, telle personne, lui, il a un leadership qu'il a développé.
Mais pour le dirigeant, il va se mettre à quelque part et dire aux personnes, dites que je suis là, je m'appelle tel, je suis telle ou telle chose. Ça aussi, c'est une différence qu'on peut tirer du leader et du gestionnaire. Du gestionnaire et du chef. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui a une capacité exceptionnelle de management, de s'affirmer. Et sans s'imposer, en fait. Sans s'imposer. D'accord. Alors, je rappelais tout à l'heure que vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un qui est à la tête d'associations constituées de jeunes qui ont un potentiel énorme. Et donc, moi, je voudrais revenir sur votre vie professionnelle et personnelle dans ce combat-là, dans votre leadership-là. Est-ce que vous avez, dans le cadre de votre travail, de votre expérience, vous avez dû faire preuve de leadership dans des situations difficiles ou de crise? Oui, plus ou moins, parce que comme j'ai dit, moi, quand même, depuis tout petit, je me suis jamais fixé de limites sur tout ce que je fais. Je me dis à chaque fois, même si je prends des risques, au moins j'aurais appris. Et c'est pour cela que, voilà, je me lance dans beaucoup de choses. Les gens se disent, mais comment tu peux faire telle chose? Ils leur disent que l'essentiel, j'aurais appris, en fait. Et c'est pour cela que lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je ne savais même pas que c'était de l'entrepreneuriat. Parce que je le faisais par curiosité et par envie de savoir. Et voilà, parce que vous pouvez le constater, nous sommes encore jeunes. Et malgré tout ça, on est dans beaucoup de choses. D'autres même penseraient que, voilà, on ne fait pas notre âge. Et c'est pour cela que je dis que on ne se fixe pas de limite. L'objectif, c'est atteindre le sommet, d'impacter. Et c'est ainsi qu'on a mis en place notre cabinet. Et on voit des cas où des personnes viennent nous solliciter ou viennent nous soumettre des dossiers dans lesquels l'on se demande, voilà quoi, comment ça a pu se passer. Et c'est par une capacité de leadership, de management, l'on parvient à faire des conseils à l'issue de la consultance pour permettre aux concernés d'avoir une issue favorable, heureuse de la situation. Effectivement. Alors, que vous soyez directeur d'école, chef d'entreprise ou quelqu'un qui travaille dans l'entrepreneuriat, qui a sa propre boîte, ou que vous soyez peut-être chef de famille, mari, il arrive que nous soyons confrontés à une difficulté principale, celle de la prise de décision. Donc, vous, en tant que leader, comment gérez-vous cette prise de décision et quels facteurs prenez-vous en considération? Oui, moi, personnellement, lorsque je suis en phase de prise de décision, surtout lorsque c'est une situation un peu critique, alors je me dis, voilà, je vais faire le pour et le contre. Je mesure le pour et le contre, quel sera l'impact ou bien les effets de cette décision que je vais prendre. Et je vais voir, mais surtout, tout ça sera basé sur la vertu, en fait. Tout ceci sera basé sur la vertu parce que je me dirais que malgré que je prenne une décision qui n'est pas appréciée par tout le monde, mais le simple fait que je sois quitte avec ma conscience me permettra d'être correct. Et c'est ça que je vais prendre en premier lieu. Je me dirais que cette décision-là, je l'ai prise de manière impartiale. Je l'ai pas prise parce que, voilà, je veux faire mal à telle personne, mais je veux faire plaire à telle personne. Je l'ai prise en toute responsabilité. Donc, dès l'instant qu'il y a des retours négatifs, moi, je serai quitte avec ma conscience. Et c'est ce facteur-là que j'essaie de mettre en avant à chaque fois qu'il y a certaines situations critiques ou compliquées, et ce qui permettra aussi d'avancer. Parce que dans la vie, on ne peut pas plaire tout le monde. On ne peut pas prendre des décisions où l'on est sûr d'avoir, voilà, à chaque fois une bonne appréciation. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, on s'efforce, on s'évertue à prendre des décisions qui ne sont pas aux antipodes de nos valeurs, aux antipodes de notre personnalité, ou bien aux antipodes de ce que nous développons, ou bien de ce que nous prenons. Et ainsi, s'il y a des résultats puissent-ils négatifs, on l'assumera et avec la conscience tranquille, en fait. Et avec la conscience tranquille, je comprends à travers vos propos qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir un sens élevé de la responsabilité morale et d'une certaine vertu. Effectivement. Parce que ça permettra d'avancer et tu ne seras pas facilement critiquable. Mais lorsqu'on est leader et voilà, partout où on peut parler d'enfantillage, des choses que je ne veux pas même évoquer, on vous voit là-bas, vous êtes
vous fréquentez partout et nulle part, les gens n'auront pas de souci à douter sur vous. Par exemple, quelqu'un qui a certaines qualités de leadership, même si l'on l'accuse, à première vue, les gens se diront à telle personne, non, je ne crois pas. Et il y en a, même si on les accuse à tort, les gens se diront c'est lui parce que quand même, il a l'habitude de faire telle chose ou telle chose. Et c'est l'image de la personne doit être préservée, surtout un leader. Il doit préserver son image, ses fréquentations, ses actions, ses activités, que ça soit avec les gens avec qui il est ou bien sur les réseaux sociaux et partout, parce que c'est l'impression, la perception qu'il donne aux gens. Et c'est à partir de là que les gens pourront créer une idée de ta personnalité. Donc, c'est à sauvegarder, c'est à protéger, c'est à conserver, en fait. Donc, l'image doit être préservée, l'image doit être sauvegardée. Il y a une citation qui dit, si je ne m'abuse, qu'une image vaut 1000 mots. Donc, à travers l'image que vous dégagez, les gens ont une certaine appréciation de votre personne. Les gens vont vous calquer dans un certain niveau de responsabilité ou d'irresponsabilité dans une certaine station. Donc, c'est important pour un leader, mais c'est important pour toute personne de travailler sur son image, de préserver son image. Alors, chers auditeurs et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, c'est la matinale de Télé-École, 10h midi, tous les jours, de 10h à midi, sur Télé-École et sur la Radio-École, la 106.1. Nous sommes avec vous, avec différentes rubriques pour vous plonger au cœur de l'entrepreneuriat, au cœur de la santé et bien-être, au cœur du sport, au cœur du développement personnel. Alors, je reçois M. Mohamedou Malal Diallo pour cette rubrique de leadership. Et je rappelle que Mohamedou Malal Diallo Seydina est juriste de formation, c'est un jeune entrepreneur et manager du cabinet Malal Consulting. Justement, M. Diallo, nous allons rester sur ce cabinet, Malal Consulting. Ce cabinet, ça consiste à faire quoi? Quel est exactement votre travail? Alors, Malal Consulting est né, voilà, de différents services que je faisais de manière gratuite, mais dans le sens d'aider à des personnes. Voilà. Vous savez, au Sénégal, c'est compliqué avec les démarches administratives sur les papiers et tout. Et souvent, les gens ont, excusez-moi, cette paresse d'aller jusqu'au bout. Et moi, quand même, lorsque je voyais et je me disais que certains documents sont importants, j'aidais des gens, surtout des proches, à les avoir. Et ainsi, j'ai eu l'expérience en cela. Et voilà, c'est depuis des années en arrière. Je faisais ça, j'ai eu des relations avec l'administration, ou bien là où on fait cela. Et ainsi, je me suis dit, pourquoi pas capitaliser ça? Parce que je vois qu'aujourd'hui, l'économie sénégalaise est informelle. Toutes les personnes que vous voyez qui se disent, moi, je suis telle ou telle chose, ils ne sont pas reconnus parce qu'ils ne sont pas immatriculés. Donc, ils sont dans l'informel. Effectivement. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire savoir, ou bien leur aider, afin qu'ils puissent s'améliorer et bénéficier des avantages de la formalisation. Et c'est au départ, j'étais dans la formalisation. J'accompagnais beaucoup plus les jeunes entrepreneurs, les startups qui venaient à peine de démarrer, afin qu'ils puissent avoir leurs papiers requis et les conseiller sur les types et formes d'associations, mais de sociétés qui répondent mieux à leur profil. Et c'est ainsi que j'ai fait, et récemment, pas longtemps, je me suis dit pourquoi pas mettre en place ce cabinet et travailler avec des amis juristes et voilà, chercher la clientèle. Chercher la clientèle, donc Malal Consulting Company, vous êtes sur le conseil et la formalisation administrative. Oui. C'est parfait. Alors, chez Diallo, quels sont les défis auxquels les leaders sont confrontés aujourd'hui et comment peuvent-ils justement les surmonter? Alors, les défis auxquels sont confrontés beaucoup de leaders aujourd'hui, c'est la sensibilisation, à mon avis. Parce que moi, je crois que dans plusieurs questions, les gens se parlent sans même ne pas connaître ou maîtriser ce qu'il en est réellement. Et aujourd'hui, le leader a cette responsabilité morale de faire rayonner la vérité, en fait. De faire montrer aux gens que dans tel domaine, comme aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la santé diététique, on a eu un baril
qui a expliqué sans pour autant qu'on puisse l'interrompre, qu'on puisse lui dire telle ou telle chose. Parce qu'il en a la capacité, l'expérience et la maîtrise. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de venir le concurrencer ou bien dire de ce que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, les leaders, c'est sur cela qu'ils doivent faire. Parce que ça aussi, c'est une question d'humilité en plus. Parce que si vous m'invitez et vous me dites parler de santé, je ne vais dire que des blabla. Parce que c'est un domaine qui est spécifique. Comme le droit, c'est un domaine qui est spécifique comme autre chose. Ce sont des domaines spécifiques. Le leader doit avoir un domaine de prédilection. Exactement. Maîtriser. Exactement. Parce qu'il y a des domaines qu'on ne peut pas jouer avec. Comme la santé, comme j'ai dit. Comme d'autres questions. On ne peut pas tâtonner là-dessus. Parce que pour la plupart, ce sont des sciences exactes. Ça donne ça, ça donne ça. Donc, on ne peut pas venir dire comme certains Wolof disent, sama xel bu gàtt. Donc, ça ne peut pas prospérer. Ce n'est pas du... Et ça décrédibilise, effectivement. Et ça décrédibilise. Parce qu'un leader, les défis aujourd'hui, parce qu'on a vu beaucoup de leaders venir parler, faire des actions. Mais aujourd'hui, pourquoi ils peinent à avancer? Parce qu'ils ont un problème de crédibilité. Les gens disent, telle personne, bon, il faut laisser tomber. Telle personne, il faut laisser tomber. Parce qu'effectivement, il était peut-être sur la bonne voie, mais après, il s'est aventuré dans certaines questions qu'il ne maîtrisait pas. Et une fois, deux fois, les Sénégalais oublient vite. Donc, moi, les défis aujourd'hui que je lance aux leaders, c'est quand même de préserver toujours son image. Parce que c'est l'image qui compte. Et de maîtriser ce qu'on dit et ce qu'on fait, et d'être sûr sur quoi on est actuellement et pourquoi l'on le fait et qu'est-ce qu'on y attend. Et qu'il ne soit pas, que des intérêts personnels qui sont attendus après. Ou bien, parce que après, ce qui va se faire, ça va casser la dynamique de groupe. Parce qu'on a vu beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations, beaucoup de structures qui prennent le leadership, qui font des actions et tout, mais les personnes qui portent ces projets-là avaient d'autres ambitions. Et après, dès l'instant que c'est éclaté, mais vous cassez la dynamique. Et il y en a qui étaient des tiers qui étaient ailleurs et qui en bénéficiaient ou bien qui avaient espoir en cela. Maintenant, vous allez briser tout cela. Tout cet élan. Effectivement. Et on en voit au Sénégal. Et les gens viennent dire que moi, je fais ça pour telle chose. Ils avancent sur ça. Alors qu'ils avaient d'autres intérêts cachés derrière. Et dès l'instant que ça se découvre, il y a des jeunes qui avaient espoir en cela, qui s'étaient investis pour ça. Maintenant, ce sont des rêves qui sont brisés. Des rêves qui sont brisés et des espoirs qui se voient effondrer comme ça. Et donc, moi, en tout cas, je cautionne ce que vous dites et je comprends par là que le leader doit avoir un sens, encore, je le répète, élevé de la responsabilité, un sens élevé de la vertu. Mais, M. Baldé, vous êtes le président de l'association des diététiciens du Sénégal. En ce sens, moi, je vous considère comme étant un leader. Et tout à l'heure, je posais une question à M. Diallo par rapport au processus de prise de décision qui est difficile, qui est complexe. Peut-être que ça vous est une fois arrivé de devoir prendre des décisions par rapport à votre expérience. Il vous est arrivé de devoir faire preuve de leader face à certaines situations de crise, situations complexes. Revenez un tout petit peu sur ça. Effectivement, parce que vous savez, si déjà dans l'association, il y a que nos aînés qui sont là-bas, les professeurs. Donc c'est très difficile de s'exprimer en fait, c'est-à-dire en quelque sorte d'exister. Maintenant, moi, personnellement, vu que je n'ai pas fait une formation de leadership ou quelque chose comme ça, j'ai voulu tout simplement faire fonctionner les choses. Parce que l'association, il avait commencé ça depuis 2006. Depuis 2006, bon, ça ne fonctionnait pas. Et puis voilà, il y avait beaucoup de bruit autour de l'association. Et moi, lorsque je suis venu, je suis sorti d'ailleurs en 2019, donc c'est la voiture où j'ai obtenu mon diplôme en 2019. Je suis venu et j'ai commencé à parler avec des amis avec qui, je m'entendais bien. Et ils sont tous d'accord avec moi. Je leur ai dit que maintenant, voici ce qu'on va faire. On va reprendre le travail. On va poursuivre toutes les étapes en fait pour avoir le récépissé, l'obtention de récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est organiser des réunions en ligne.
Donc, c'est pas, on va dire, demander aux autres de se déplacer, d'aller à l'école ou de venir chez moi. Non. Je me suis dit que si je demande ces gens-là de se déplacer, certainement, peut-être qu'ils ne vont pas le faire parce que moi, je suis au Parti des Assainies, d'autres sont à Yembel ou, vous voyez, c'est un peu, c'est contraignant. Je dis que donc, il y a une possibilité de les rassembler d'abord, de parler ensemble, c'est d'organiser des réunions à Google Meet. C'est ce que j'ai fait. Et puis, maintenant, la décision au sein de l'association, c'est que moi, je les propose. Je dis que voici ce que je pense. Maintenant, je veux comprendre, ou encore, j'attends, en fait, l'avis de tout un chacun. Quelle est la posture de leader? Proposer, bon, pas imposer. Voilà, ça, je suis vraiment content de l'apprendre de la bouche de monsieur Diallo. Franchement, je ne savais pas. Je donne une idée et je demande à ce que tout le monde me donne leur avis respectif par rapport à cette idée-là. Maintenant, si voilà, ils me donnent leur pensée, et maintenant j'essaie d'analyser en fait de ce qui est possible. De juger et de juger. D'arbitrer. Exactement. Parfois même, j'accepte d'abandonner mes propres pensées pour les rejoindre. C'est ce que j'ai fait et finalement les choses ont bien en fait. Les choses sont changées et puis voilà, on a reçu le récépissé depuis le mois de juin et puis j'ai réussi également à rassembler beaucoup de diététiciens, y compris mes formateurs. Vous vous rendez compte, mes formateurs autour de l'association, ils sont tous d'accord et puis voilà, on les a logés tous dans des commissions. Et maintenant, s'il y a quelque chose à décider, on a mis en place plutôt une commission de suivi et contrôle. Dans le rôle, j'ai dit à cette commission-là, s'il y a quelque chose, on va dire, des décisions qui sont très, très, très difficiles à prendre, comme par exemple, les demandes de partenariat ou de faire de telle ou telle chose qui demandent dans l'aspect pur et dur administratif, vu que moi j'ai pas beaucoup d'idées par rapport à ça, et puis de proposer peut-être une solution et on va discuter ensemble, vous voyez, et le résultat, on va dire, de cette discussion-là, on essaiera de voir ce qui est possible de faire et puis on le fait. C'est comme ça que moi je fonctionne dans l'association. Effectivement, et l'expert, il est là. C'est M. Diallo, l'expert en leadership. D'après ce récit bref de M. Ballet, quelle est l'appréciation de l'expert? Pas expert quand même, mais quand même j'ai été séduit par ce qu'il a dit, parce que, comme je dis tout à l'heure, le leader ne doit pas imposer. Même s'il a une idée, il sait que cette idée est la meilleure, pour sensibiliser les autres, pour les réunir, il doit faire comme sorte de proposition en fait. Et lorsqu'on propose, les gens vont se sentir impliqués, ils se diront que cette proposition-là, je peux l'amender, je peux l'améliorer, je peux même ne pas être d'accord. Mais lorsqu'on dit que telle école c'est Sacré-Cœur, vous dites telle école c'est Sacré-Cœur, personne n'a le droit de parler. Alors que vous pouvez dire, mais telle école c'est où? Est-ce que c'est pas Sacré-Cœur? Ah oui, c'est Sacré-Cœur. Ah oui, non, telle chose. Et ça permettra aux autres membres aussi de s'impliquer, de parler dans les groupes, dans les discussions, d'avoir leurs avis dans les réunions. Et c'est comme ça que vous faites et j'apprécie beaucoup parce que le leader c'est dans les propositions. Même si l'on sait qu'on va finir par prendre cette décision, mais il faut toujours commencer par proposer. Et lorsqu'on propose, les autres vont se sentir intéressés, vont se sentir impliqués, vont venir et dire que je suis d'accord. Et finalement, vous allez prendre cette proposition. Il peut y avoir aussi des situations où vous avez une bonne proposition, mais que vous êtes un peu mal compris. Et que les autres aussi aient une posture contraire à votre posture. Et dans ce cas, vous pouvez laisser tomber et les suivre. Et une fois, s'ils trouveront que vous avez raison avant, la prochaine fois, ils se diront il faut prendre du recul avant de s'engager dans toute chose. Et pour beaucoup plus conserver les dynamiques de groupe, il faut éviter à chaque fois le vote. Parce que le vote, c'est un peu dissociatif. Parce que ça crée des clans, ça crée des positions divergentes. C'est pour cela qu'à chaque fois, il faut privilégier la discussion, le consensus. Et à défaut de ça, il faut trouver peut-être, on va aller au vote, on va voir les tendances, quelles sont les positions qui sont beaucoup plus appliquées, adoptées et tout. Et à partir de ce moment-là, on va dire, on va faire telle chose. Et lorsqu'on est leader aussi, on ne doit pas affirmer sa position dès le début. Parce que ça risque d'influer sur les autres. Des membres timides pourront dire que, puisque le président a dit telle chose, je vais me retirer ou bien je vais pas me prononcer là-dessus. Mais si vous donnez la situation,
vous recueillez des avis, vous laissez aux membres le temps de se prononcer, de s'exprimer sur les différentes questions. Et après vous allez venir et dire que moi, quand même, j'avais vu tel. Maintenant, mais d'après ce que vous dites, c'est sur cela que je vais m'aligner, en fait. Effectivement, et c'est important le fait d'éviter les votes, parce que quand il y a vote, c'est qu'il y a des partis différentes. Et il y a des gens qui veulent voter oui, et il y a des gens qui veulent voter non. Et je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait que choisir, c'est renoncer. Donc, il y a une certaine renonciation qui peut faire mal. Surtout quand ce n'est pas voulu. C'est pourquoi moi, je suis très flatté et je suis très surpris que vous ayez avancé cette idée de consensus. Parce que même dans l'organisation la plus importante du monde, l'organisation onusienne, l'ONU, on essaie dans les prises de décision, surtout complexes, de ne pas aller au vote. On privilège le consensus. Privilège le consensus dans l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Aujourd'hui, on privilège le consensus parce que les gens se sont rendus compte quand même qu'aller dans ce processus de vote-là, ça peut être compliqué parce que l'être humain, naturellement, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Alors, je reviens à vous, monsieur Diallo. Parce que il me semble que la communication occupe une place assez importante dans ce rôle-là, si vous êtes leader, quand vous êtes un meneur d'hommes, meneur d'équipe. Alors, justement, quelle est l'importance de la communication dans le leadership et comment pouvez-vous améliorer vos compétences en communication en tant que leader? Alors, pour moi, la communication, c'est le fondement du leadership de tout un chacun. Parce que lorsqu'on est leader, il faut qu'on discute avec les gens. Il faut qu'on parle avec les gens. Il faut qu'on interfère avec les gens. Et ce ne sera pas simplement de la communication verbale. Il y a surtout la communication non verbale. L'attitude qu'on a lorsqu'on est avec les gens. On peut être leader avec les gens qu'on travaille et venir dans une cérémonie, dans une rencontre et se mettre à l'écart. Certains se sentiront, ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous vend? Il dit qu'il est supérieur à nous, c'est pour cela qu'il s'est mis à l'écart. Les préjugés. Exactement. Et ce sera libre à tout un chacun de donner son appréciation. Donc, lorsqu'on est leader, à chaque fois, il faut avoir une bonne communication, une bonne entente avec les gens qu'on travaille, les parler, je ne dirais pas se rabaisser, mais venir discuter avec eux. Et parfaire aussi sa communication verbale. Parce qu'un leader aussi, lorsqu'il parle, il doit avoir cette capacité de convaincre. Parce que lorsqu'on se dit leader, c'est parce qu'on peut convaincre au moins une personne sur nos démarches, sur nos façons de faire et tout ça. Et le leader aussi, lorsqu'on est jeune, c'est une quête perpétuelle de la perfection. À chaque fois, on essaie de se perfectionner. À chaque fois, on essaie de se parfaire. On doit jamais se dire qu'on a atteint le sommet. Un leader n'atteindra jamais le sommet. Parce que pour lui, c'est la lune, en fait. Il faut aller vers la lune. Et nous savons tous qu'on ne sera jamais à la lune. Et quand on n'a pas la lune, au moins, nous aurons les étoiles. Exactement. Et c'est pour cela qu'il faut persévérer, continuer. Donc, moi, c'est ça que je dis. Les leaders, il faut qu'ils refassent leur communication, se parfaire, se former, parce que aussi, c'est ce qui est plus important. Parce qu'on peut avoir toutes les qualités du monde, mais si on ne parvient pas à les extérioriser convenablement, les gens ne pourront pas comprendre. Effectivement, et donc la communication, elle est importante et surtout privilégier l'esprit d'équipe. Et moi, je donne souvent l'exemple de Barack Obama lorsqu'il a voulu aller au suffrage universel des Américains. Bien qu'il a des qualités énormes, mais qu'est-ce qu'il dit? Yes, we can. Yes, we can. Nous le pouvons. Et moi, je me dis que yes, we can, c'est différent de yes, I can. Donc, s'il avait dit que je le peux, peut-être que les personnes qui l'ont soutenu n'allaient pas le faire, vont le laisser faire. Mais il a suffi qu'il dise que nous le pouvons, que tout le monde vienne l'épauler, l'aider. Et même les Africains en ont fait leur président pour dire que ce sera le président des Africains. Donc, c'est important de communiquer, de savoir communiquer, mais surtout de pouvoir
Intégrer tout le monde. Intégrer Harmoniser. tout le monde, harmoniser les positions, et ça, c'est important pour un leader. Alors, Seydina, alors, comment cultivez-vous un environnement de travail positif et inclusif en tant que leader? Oui, c'est vrai, il faut essayer d'intégrer tout le monde, d'harmoniser les débats. Mais comment, par quel processus passe-t-on pour aujourd'hui arriver à faire une démarche inclusive? Alors, moi, dans ce sens, je dirais que l'inclusion ne sera pas absolue. Parce qu'on ne peut pas vouloir prétendre à quelque chose, avoir des objectifs et être avec des gens qui ont des objectifs différents autant pour moi. Donc, l'environnement ne sera pas favorable. Lorsqu'on veut dire qu'on veut être médecin, on ne peut pas aller dans les salons de coiffure. Jamais on soutenira une thèse doctorale. Lorsqu'on veut être médecin, on est dans les facultés, on est en recherche, on côtoie les docteurs pour qu'ils nous parlent de leurs expériences. Lorsqu'on veut être autre chose aussi, c'est comme ça. Lorsqu'on est leader, on côtoie les leaders. On crée des environnements qui permettront à les gens avec qui nous travaillons de se sentir à l'aise, de nous sentir nous-mêmes à l'aise. Parce que sinon, on ne pourra jamais avancer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a des objectifs sur telle chose et regrouper des personnes qui vont nous distraire. À chaque fois, vous allez nous arrêter, vous allez dire arrêtez, et jamais vous n'évoluerez. Donc, il faudra tenir compte de cela et revoir les personnes avec qui on travaille, parce que la confiance est capitale dans ce processus. Avoir des personnes de confiance qui ont les mêmes objectifs et la même vision. Parce que sinon, ils pourront vous retarder ou bien capoter votre projet. Ce qui se ressemble, s'assemble. Exactement, pour illustrer. Alors, dernière question peut-être, Monsieur Diallo. Vous savez, c'est difficile pour un leader de toujours garder sa motivation parce qu'il y a toute une équipe derrière, mais souvent quand les choses vont mal, mais tout le monde reste de son côté, la responsabilité individuelle. Les gens vont se dire que bon, nous avons un leader là, nous avons un chef, nous avons un manager, donc c'est à lui de trouver des solutions. Et donc souvent c'est très difficile pour un leader. Alors comment maintenez-vous votre motivation et votre engagement en tant que leader, et surtout face à l'adversité? Alors, bon, c'est une question un peu complexe parce que des fois, il peut arriver à tout le monde de dire, bon, est-ce que ça en vaut la peine d'être démotivé, d'être anxieux, d'avoir des soucis personnels. Et voilà, vous vous dites, mais moi qui ai des soucis, comment est-ce que je vais impacter les autres? Ce sont des questions qui peuvent revenir et revenir et revenir. Et moi, je reviens encore sur ce que j'avais dit à l'entame de mon propos. Il faut juste faire de manière désintéressée ce que l'on fait. Parce que si l'on attend des résultats ou bien quelque chose en retour de quelqu'un, si l'on ne reçoit pas cela, on est démotivé. On se dit qu'on ne va pas avancer. Parce que certainement, on faisait pour ça. Mais si l'on fait de manière démotivée, je dis que moi, j'aide cette personne sans pour autant qu'il soit dans l'exigence de me rendre la monnaie. S'il le fait, c'est une bonne chose. Sinon aussi, ça ne veut pas m'arrêter. Je vais continuer sur mon chemin. Mais si on attend quelque chose en retour. Si l'on n'obtient pas cela, ça peut nous démotiver. Et voilà. Moi, ce que je vais dire sur ça, c'est l'engagement désintéressé. Aussi faire tout pour Dieu. Effectivement, alors nous sommes arrivés à terme de ces 10h midi de Radio École qui a été diffusé aussi en direct sur Télé École. Je recevais sur ce plateau Mamadou Baldé, qui est diététicien, et aussi Seydina Mohamedou Malal Diallo, qui est un leader, secrétaire général de la plateforme Union Langue, secrétaire général aussi de la Jeune Chambre internationale de Dakar. Alors, Monsieur Baldé, peut-être votre dernier mot par rapport à cette émission, et aussi nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Je commencerai à vous remercier Monsieur Diallo qui est là, et également remercier en fait les auditeurs de Télé École
En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir, bien sûr, d'être là aujourd'hui et discuter avec vous de mon métier. Et puis, ça m'a permis d'expliquer un peu, enfin, essayer au moins de faire comprendre aux gens que la diététique, c'est quelque chose quand même, voilà, qui est très, très intéressant. Et puis, pour qu'il y ait un plan alimentaire ou en fonction de vos objectifs de santé, il va falloir quand même que vous cherchiez un professionnel de santé et de ne pas se fier de ce que vous voyez uniquement sur les réseaux sociaux parce que c'est très, très, très dangereux. Ça pourrait être très dangereux, justement. La santé, c'est quelque chose de sérieux, donc il va falloir quand même que vous investissiez sur ça et de faire des recherches en fonction de vos objectifs. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez des conseils sur des produits ou votre alimentation ou en ce qui concerne, en tout cas, surtout les enfants et les personnes âgées, parce que plus souvent, c'est cette catégorie d'âge qui est un peu, on va dire, qui sont vulnérables et les personnes, on va dire, les femmes enceintes et allaitantes. Il faut faire très, très attention et toutes ces sciences, en fait, c'est de la santé, c'est de la science, donc ça demande beaucoup de, on va dire, un travail technique derrière que vous ne pourrez pas voir, mais un plan alimentaire, c'est presque 30 minutes ou 1 heure de temps de travail. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, il ne faut pas que vous voyez, on va dire, que vous trouvez des plans alimentaires sur les réseaux sociaux et ou encore aller, c'est une personne, en fait, qui s'autoproclame, nutritionniste, alors qu'en réalité, elle ne sait même pas, en fait, c'est quoi la formation et tout. Et ça pose problème, justement. Donc, voilà. Et merci beaucoup, monsieur Nia. Merci à tout le monde. Alors, je tiens à vous exprimer mes plus sincères remerciements pour votre disponibilité et votre participation à notre matinale de 10h midi de Radio École. Monsieur Baldé, votre présence et vos idées ont grandement enrichi la discussion et ont apporté une perspective précieuse sur le sujet de santé et bien-être. Et aujourd'hui, nous étions sur l'alimentation. Alors, merci, monsieur Baldé, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière intervention que vous aurez ici à Télé École. Alors, j'avais à ma droite monsieur Madal Diallo qui intervenait sur le thème de leadership. Monsieur Diallo, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Peut-être vous laisser placer le dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, juste vous remercier en retour pour cette invitation et surtout remercier les auditeurs et téléspectateurs de Télé École qui nous suivent depuis le début et aussi remercier mon très cher M. Mamadou Baldé sur en tout cas cette intervention enrichissante parce que honnêtement j'ai beaucoup appris durant tout le long de son intervention et voilà, ça me permettrait aujourd'hui d'en tenir compte à partir de ce moment pour avoir une santé saine, comme si je peux le dire ainsi, parce que j'ai retenu de son dire que effectivement il faut manger, mais surtout bien manger. Il faut surtout bien manger. Donc voilà, c'est ce que je retiens de ce qu'il a dit et je vais m'efforcer à l'appliquer pour voilà me dispenser de toutes ces maladies comme diabète et tout, Inch'Allah. En tout cas, nous vous remercions, monsieur Seydina Omar, et nous remercions aussi tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio Télé École, et aussi nous félicitons cette initiative de Télé École qui consiste à faire valoriser les compétences des jeunes surtout, parce que comme l'on le voit souvent dans certaines de nos télés, on voit des personnes qui n'ont aucune compétence sur un domaine, aucun prérequis sur un domaine, mais soit disant qu'ils ont le buzz entre guillemets ou bien l'aura, à chaque fois que besoin se présente, on les appelle, on les consulte sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas, et après ils vont leurrer tout un public. Aujourd'hui, en matière de santé, moi, j'ai bien aimé le fait que vous ayez invité un spécialiste en ce domaine, comme M. Barry, parce que tout ce qu'il nous a dit, c'est vérifiable. C'est vérifiable et c'est ce qui va nous permettre d'améliorer. Et donc, nous encourageons et félicitons Télé École sur cette démarche, parce que depuis longtemps, nous vous suivons avec Télé École. Et maintenant, il y a la radio et on a beaucoup d'amis qui y sont et nous les encourageons sur ce travail. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur Diallo. Votre expertise dans le domaine du leadership a été une véritable valeur ajoutée à notre émission et je suis convaincu que nos auditeurs et téléspectateurs ont bénéficié de vos conseils et de vos idées. Encore une fois, je vous remercie, monsieur Baldé et monsieur Diallo, chaleureusement pour votre contribution exceptionnelle à notre émission.
Ce fut un plaisir de vous avoir comme invité et j'espère avoir l'opportunité de collaborer avec vous une prochaine fois dans un avenir juste proche. Chers auditeurs et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, c'est la 106.1 Radio École. De la télé, vous passez à la radio et de la radio, vous passez à la télé. Merci d'avoir resté avec nous tout au long de cette matinale de 10h midi Radio École. C'est ainsi tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec chaque jour de nouveaux animateurs, des têtes différentes, mais toujours dans l'unique objectif de vous faire plaisir, de vous faire vibrer au cœur de l'éducation et de faire démocratiser l'éducation au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette matinale de la Radio École 10h midi. C'est tous les lundis de 10h à midi sur la Radio École. Restez scotchés sur la 106.1 et sur la télévision éducative Télé École, la première télé 100% éducation, la première en Afrique, basée au Sénégal. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative.